In phase. In phase. Bienvenue sur un nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui avec Mila, a.k.a. Mila Dietrich. Salut à toi. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et Plaisir. bienvenue. Pour une personne qui ne connaît pas Mila Dietrich, est-ce que tu peux nous résumer très rapidement le projet musical, le son comment tu expliquerais ce que tu fais à quelqu'un qui ne connaît pas? C'est Pour toujours résumer difficile. Très Hein. vite, je suis DJ et producteur de... On me range techno, grossièrement dans la techno, mais j'ai beaucoup d'autres influences assez variées qui vont du rock à la trap, à la cold wave et à la trance. Donc je mélange tous ces sons pour faire ma musique. Et voilà, je mixe, je fais mes tracks. Ok. Je pense que ça résume bien. Ouais, effectivement, pas mal d'influences à ce qu'on peut lire d'un passé un peu rock, garage, batteuse de groupes de rock, c'est ça? Ouais, j'ai eu pas mal. En fait, j'ai commencé à la batterie dans toutes sortes de groupes de rock, metal, punk, garage, Ok. metalcore. On s'amusait. Ouais, je viens vraiment du rock, quoi. C'est vraiment mon background. Et ensuite, j'ai découvert la musique électronique. Et en fait, j'ai trouvé un outil de liberté pour composer après que j'ai jamais lâché, quoi. Que je trouvais pas du tout à la batterie. Ok. Et juste alors pour parler un peu de background, du background musical, comment est-ce que tu es venu à la batterie? Est-ce que raconte-nous ça, tout débuts de la musique. Ouais, mais là, c'est vraiment les tout débuts, une crush musicale sur la batterie à 10 ans. Ah ouais. Ouais, j'en ai fait pendant 10 ans. Parce que t'avais ça autour de toi ou t'as vu un concert qui t'a... Moi, j'écoutais déjà du rock depuis enfant, quoi. Hein, depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, je pense. Ouais. J'écoute du rock à la maison. Avec des grands frères ou grandes sœurs ou les parents? Non, avec des ou... parents, Ouais. qui m'ont baigné dans la musique. Et à 10 ans, je sais pas, au collège, il y avait une batterie, dans un cours de musique, le truc classique. Et vraiment le coup de foudre sur l'instrument. Avant, j'avais fait du piano, mais c'était pas trop mon truc. La guitare, pas du tout. Et le truc du rythme à la batterie, j'ai tout de suite accroché. Ouais. Et j'en ai fait pendant 10 ans, donc dans tous ces groupes-là. Au lycée, et après... Ok. Enfance marseillaise? Ouais, Marseille. Yes. Donc plusieurs groupes avec les potes. Ouais, beaucoup de groupes. Trop, en fait, de groupes. Parce que du coup, ça devenait jamais vraiment sérieux. Et moi, je voulais que ça soit un peu sérieux, la musique. Ok. Même si c'était surtout le fun. Mais ça a toujours été ma passion tellement fort que je voulais que ça soit quand même sérieux. Et tous ces groupes, c'est compliqué, les groupes. Hein. Oui. Surtout jeunes comme ça, c'est compliqué de gérer des groupes. Ouais. Et à l'époque, un peu du coup lycée, collège, lycée, ou même après? Ouais, lycée beaucoup, un peu avant, un peu après, mais surtout lycée. Ouais. Ok. Et du coup, envie de pousser un projet un peu plus, c'est ça qui t'a poussé? Envie de faire un projet de façon un peu plus sérieuse et envie de composer, surtout. Vraiment, là où c'était toujours les guitaristes qui arrivaient avec leur... et tout. J'adorais et j'adore toujours l'énergie du rock et tout, c'est trop bien, mais j'adore toujours la batterie, même si j'en fais plus. Mais envie de composer et vraiment de créer des mélodies, de faire mon son à moi, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, à un moment donné, t'as digué, t'as commencé à diguer sur des logiciels de compo, de prod. Sortir en festival, surtout. Oui. Et en soirée, et là, ouais, gros crush sur la techno mélodique, dont on parlait tout à l'heure, la Max Cooper et tout. Vraiment, j'ai commencé avec la minimale allemande, techno mélodique à fond. NTO, Boris Brejcha, Max Cooper, Extravelt. Pris des énormes claques avec ces mélodies là, ça me faisait vriller. Ouais. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Et j'avais un peu des potes plus âgés qui mixaient et je me disais mais moi aussi. Et dans les soirées je faisais tout le temps les playlists. Des fois je profitais pas du tout des soirées que j'organisais même chez moi parce que je passais la musique. Tu parlais à personne. Mais sur DJ YouTube quoi à l'époque. Oui. Enfin à l'époque. Ok. On dirait que j'ai un grand âge. Mais, mais oui, ça remonte à 10 ans quoi quand même. Et donc je me suis dit, donc après je les voyais mixer, je voyais les artistes jouer, je me dis mais moi c'est cette musique que je veux faire, à la fois mixer parce que j'adorais faire des playlists depuis toujours et à la fois créer les mélodies, ça m'a obsédé après, ça m'a plus lâché. Donc tu t'es mis à diguer beaucoup? Ouais.
à te spécialiser sur cette musique-là et du coup à écouter énormément de sons comme ça. Ouais, en écoutant toujours beaucoup de rock et tout. Hein. Ouais. Ça m'a jamais lâché, ça me lâchera jamais, je pense. L'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, c'est pas un amour que j'ai plaqué pour un autre. Mais ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était nouveau comme pour moi, ces sonorités et tout. Et puis en live, je dis ouais, là il se passe un truc quand même. D'aller voir tous ces lives, j'en ai vu beaucoup. Et ça m'a fait un truc, ouais. Ça m'a beaucoup marqué. Dans l'énergie d'une salle de concert, enfin d'un dance floor, là, d'un festival. Plus dans la trance que tu peux, trance introspective et la danse, quoi. Là où le rock, c'est beaucoup plus énergie, très spontané. Et là, c'est plus faire des trips avec des mélodies, enfin vraiment, et avec des sons électroniques. Je me suis dit waouh, c'est fort ça. Il y a un côté plus fort. Mental, oui, introspectif, ouais, comme tu dis. T'as commencé plutôt à mixer du coup d'abord. Est-ce que tu t'es dit je vais devenir DJ? Pas vraiment, non, j'ai commencé à produire. Ah ouais. Et après c'était un peu rigolo parce que j'ai vraiment commencé avec Ableton, enfin quasiment en même temps, mais en fait si tu veux je faisais des selecta au début et j'ai commencé à avoir un peu des dates dans des bars à Marseille et tout, mais je savais pas du tout mixer, mais c'était vrai scandale un peu. J'avais Traktor et je faisais de la selecta, mais selecta c'est très bien, c'est un travail, mais j'apprenais à mixer sur ces dates quoi. Okay. Donc les premiers sets c'était quelque chose. Et j'ai mis du temps à apprendre à mixer. En fait j'ai appris à mixer. Moi je considère avoir appris à mixer plus tard que je n'ai appris à produire. Ouais. Ça m'a pris plus de temps. J'ai été longtemps sur logiciel pour après apprendre sur les platines. Là où j'avais déjà mes tracks et tout. Et en fait j'avais pas vraiment mixé quoi. Et j'avais déjà des dates. C'était un peu gênant. Mais tant mieux si ça marche comme ça. Ouais, j'aime bien apprendre en live aussi. Ouais. Donc au départ, après Traktor aussi peut avoir un truc à l'écran qui est pas facile à prendre en main par rapport à des platines ou à des vinyles où tu peux avoir tout de suite un rapport à cet instrument-là. Ouais, et maintenant d'ailleurs je veux plus jamais avoir, depuis ça m'a vraiment, je veux plus avoir d'ordinateur sur scène, je ne veux pas. Peut-être ça reviendra avec du live, peut-être un jour. On en parlera. Mais ça m'a bien refroidi. Ouais, c'est vachement moins les ordi chaleureux. Qui lâchent et tout, les logiciels qui... ça... Et ouais, j'ai fait beaucoup de dates encore parce que je savais pas mixer sur platine, quoi. Et après, j'ai appris, mais j'en avais pas chez moi, donc j'ai appris vraiment en live, quoi. Et oui, c'est que ça coûte un bras aussi, ces trucs. Ouais. Et comme j'ai appris toujours tout en autodidacte, il y a personne qui m'a... Ouais. Donc moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mon ordinateur, Ableton, craqué et Traktor. Mais du coup, tu commences à essayer de produire des petits trucs avec ton Ableton craqué. Bon, oui, j'imagine dans la veine de tes coups de cœur dont tu nous as parlé là à l'instant. Ce qui m'a inspiré, j'ai vraiment commencé en essayant un petit peu de copier. Il y avait la techno-mélodie que je voyais en live, mais j'ai plus commencé en copiant un peu Chloé, Jennifer Cardini et des choses comme ça. Plus, tu vois, un peu plus, pas dark disco, mais plus électro, minimal, comme elle faisait vraiment dans le côté à leur début. Allemand exporté, reconverti en French touch féminine des années. Ouais, vraiment, moi, ça a été, pour le coup, qui m'ont vraiment inspiré. C'est les pionnières, c'est Miss Kitchen, Cardini, Chloé. Surtout ces trois-là, quoi. Et au début, je trouve que ça ressemble pas mal, notamment mon track Whatever, c'est mon premier vrai track, je considère. Ouais. Enfin, ou mon deuxième, mais c'est un de mes trois premiers, quoi. Et je trouve qu'on dirait du Cardini. Mais parce que je me suis beaucoup inspiré d'un son à elle. Ouais, en tout cas, t'avais envie d'aller vers cette esthétique. Ouais. Comment tu l'as alors quelle serait la recette à peu près de cette esthétique-là? Au début, je travaillais beaucoup les basslines avec des émulations de vieux synthés, de Monopoly, de Korg, de Polysix. Et je faisais des basslines avec ça, donc c'était assez lent. Hein. Puis c'était ça remonte Whatever, c'était 2016, donc tu vois, on était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. C'était du 120 BPM. Et chercher le groove dans la bassline. Et après des mélodies au synthé, beaucoup d'arpégiateurs et de la voix. Ça, j'en ai mis depuis mes débuts. Ça m'a obsédé de mettre de la voix dans la musique électronique et dans la techno, parce que je trouvais qu'il y avait très peu d'artistes qui le faisaient en live. Et dès qu'en soirée, en festival, j'entendais des voix, de suite, ça me catchait. Ça me catchait grave. Et je me disais, putain, mais ça aussi, c'est fort. Il y a les mélodies très charismatiques et les voix.
Et je trouvais qu'on n'en entendait pas assez. Et tout de suite, ça m'a obsédée. Je pense que c'est aussi le format... J'ai été attirée par le format un peu chanson, d'essayer de rajouter des voix. Parce que je venais d'esthétique plus rock, où voilà, la voix, c'est super en avant. Et j'ai essayé de ramener ça, je pense. Mais tu chantais un peu, t'as eu des expériences de chant avant? Non, jamais. Par contre, c'est jamais ma voix, quoi. Ouais. Il doit y avoir 2 tracks où c'est ma voix. Ah d'accord, c'est jamais ta voix qu'on entend. C'est des bouts de mots, ouais. Non, c'est jamais ma voix dans mes morceaux, ouais. Marrant. Ouais, parce que tu l'aimes pas ta voix? Parce que c'est trop prise. Je préfère d'autres voix. C'est plus une autre matière. Ouais, carrément. Okay. C'est plus objectif, ça va plus vite parce que je préfère la voix des autres. C'est dur de s'entendre. J'ai pas de problème avec ma voix, mais travailler ma voix, ça m'intéresse pas. Oui, il y a un truc d'objectivité, c'était assez bien dit, qui fait que tu sais pas si c'est bien ou pas, tu as du mal à prendre le recul par rapport à ça. Ouais. Je pourrais pas. Ok, du coup, des premières tracks, moi je dis une track, on va pas formaliser. Premier track ou première track en 2016, à ce moment-là, tu les sors en indé? Ouais, pendant très longtemps en indé, et encore aujourd'hui. Comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au début, comment tu fais? Je sors sur SoundCloud, vraiment. SoundCloud, ça part de là. Je poste ça là-dessus. À l'époque, même. Enfin, à l'époque, faut que j'arrête de dire à l'époque, mais oui, quand même, à l'époque. Parce que c'était les débuts. C'était il y a 7-8 ans. Ouais, quand même. Et il n'y avait même pas les agrégateurs pour poster sur les plateformes. Ou alors, c'était vraiment les débuts, donc on le faisait pas, on savait pas. Enfin, moi, je savais pas en tout cas. Et SoundCloud était aussi quand même une grosse, une grosse plateforme de musique indé avec beaucoup de gens qui diguaient dessus. Tu pouvais bien popper sur SoundCloud, d'ailleurs. Moi, ça de suite, il y a eu des oreilles attentives via SoundCloud, quoi. Mais on faisait sur SoundCloud, un peu YouTube, et ça part de là. Des trucs à même pas masteriser, enfin. C'est fou. Comme ça évolue vite, quoi. Aujourd'hui, on a les outils pour faire des trucs beaucoup plus pro que ça. Et en fait, ça fonctionnait. Il y avait un truc très spontané aussi. Donc, tu mixais ton truc, t'exportais, tu mettais en ligne. Je mixais, avec très spontanément, ça aussi. Avec, j'exportais, ça partait, une pochette. Une copine qui me fait une pochette. Allez, hop. Ouais. On se prenait pas la tête. Du coup, là, il y a quelques titres qui sortent en 2016, 2017. Il y en a déjà pas mal. J'ai pas tout noté parce qu'il y a beaucoup de singles et d'EP. J'ai sorti beaucoup de trucs. J'ai toujours beaucoup sorti. T'es très productive. Tu sors une track tous les 2 mois. C'est ça. Puis je suis à fond dans le truc. Là, c'est vraiment les débuts où je me bute. Je pense que j'ai commencé en 2015, un truc comme ça. Donc 2016, je commence à avoir des tracks qui ressemblent à quelque chose. Et là, je me dis. Là, déjà, tu te dis, c'est un projet pro. Est-ce que tu te dis que tu vas faire ça? Je me dis jamais ça. Au début, c'est très. Je fais juste. Je fais et ça me passionne, ça m'anime et je veux faire ça, quoi. Mais je me dis pas, je suis encore dans les études et tout. Ok. Enfin, je suis en plein dans les études même. Je me dis pas du tout pro, pas pro, parce que je me le laisse pas entrevoir, ça. Mais en tout cas, je me bute à ça. Je m'enferme dans ma cave chez ma mère où j'avais mon studio. Qui à la cave, elle a vu beaucoup de choses parce qu'elle a vu les groupes avant. Et après, dans une plus petite pièce, je fais un studio. Ok. Et donc, t'as quoi au début à part Ableton? J'ai rien, j'ai une carte son. Tu fais tout in the box. Et pendant longtemps, je vais avoir ça. Avec le truc craqué. Je ne dirais pas combien de temps, mais parce que c'est un peu scandale. Et finalement, tu l'as raqué aujourd'hui. Tu l'as payé. Mais très, très récemment. Vraiment, c'est en changeant d'ordi. C'est bien. Des fois, on est attaché à des objets comme ça. On dit, j'ai commencé avec un truc d'attache affective presque. J'ai commencé avec ça. Il n'y a que ça qui marche. Un peu superstitieux. Un petit peu. C'est quoi l'étape d'après? Là, tu sors quelques titres, 2, 3, 4, 5. Et jusqu'à quoi? Je sors beaucoup de singles, toujours autoproduits, ça fonctionne. On bricole des pochettes et des masters. Ça fonctionne, quoi. SoundCloud, toujours. Ça commence à prendre, du coup, t'as des gens qui te suivent, qui te félicitent, qui te programment. J'ai beaucoup de... j'ai pas mal de gens qui écoutent sur SoundCloud, ça c'est cool. C'est vraiment les grandes années de SoundCloud, moi je considère. SoundCloud, c'est toujours le cas, mais là il y avait vraiment un truc où... Parce que du coup c'était... Une émulation... Ouais, fort. Et peut-être avec
un peu moins de monde, mais du coup de personnes très à donf. Ouais, complètement. Il y avait moins le truc business, des chaînes, des ripostes. C'était très spontané, quoi. On postait notre musique. Et il y avait pas mal d'écoutes et tout, c'était cool. En parallèle, donc tu joues, tu commences à être programmé. En fait, tu fréquentes une scène marseillaise autour de la musique électronique ou dans laquelle tu joues, tu rencontres du monde. Ouais, j'ai commencé à Marseille parce que je viens de là. Et très vite, en fait, je suis allée jouer à Grenoble, qui est devenu un peu mon deuxième fief, parce que j'ai signé sur un label très tôt là-bas, donc sur des compiles, des singles, après des EP et tout. Et donc, à très cette tôt, époque-là, Grenoble était un fief de cette musique avec The Hacker. Bah, eux, c'était même encore avant, mais du coup, ça a vraiment posé un truc. Il y a beaucoup de salles à Grenoble, j'y joue toujours beaucoup. Il y a une belle scène. Ok. Et donc, j'ai commencé à jouer à droite à gauche, à me faire programmer, après Paris. Et après, là, après ces singles, j'ai commencé à faire des EP, on m'a signé sur quelques petits labels. Je sais plus, on est dans la temporalité là, mais... peu importe. Quand tu signes, tu signes pour un titre ou tu par exemple avec le label grenoblois là, non, c'était pour sur des compiles ou c'était un peu des projets au coup par coup? Des compiles et après des EP très vite, on m'a demandé des EP assez rapidement, donc 2017 déjà première EP, plusieurs même je pense, 2018 aussi. Ok. Donc j'ai toujours fait les deux, pendant longtemps j'ai fait EP single. On te le demande, c'est-à-dire qu'on te dit de produire-nous un truc qu'on pourra sortir. C'est pas toi qui vais toquer à la porte. J'ai fait pour ça dire, aussi, j'ai ce morceau. mais il y a des labels qui m'ont suivi, comme celui de Grenoble. On a fait beaucoup de sorties ensemble. On peut le nommer. Nymphonie Records, ouais, bien sûr. Ouais. Avec le titre, l'EP Nymphomaniac. Ouais, Nymphomaniac, carrément. Inspiré du film de Lars von Trier. Ok. Là, je trouve qu'avec cette EP, je commence à vraiment amener mon univers. Là, je commence à toucher du doigt, c'est assez cohérent par rapport au fait que ce soit quand même toujours beaucoup mes débuts, quoi. Je trouve qu'avec ça, cette EP, je pense que avec vraiment l'influence cinématographique, beaucoup de voix qu'on entend, parce que le titre fort, Nymphomaniac, c'est une voix super sensuelle qui fait que dire Nymphomaniac, c'est super dérangeant. et cette EP, je l'aime toujours beaucoup. Enfin, notamment je l'avais oublié d'ailleurs. C'était 2017, je pense, ça. C'est si vieux. Ah bah, c'est pas si vieux, mais il y a eu beaucoup de sorties depuis. Bien sûr. C'était une boutade, bien sûr. Ce côté cinématographique, qu'est-ce que c'est pour toi? Enfin, comment tu peux t'inspirer? Comment tu arrives à t'inspirer d'un film ou des films de Lars von Trier? Comment tu arrives à retranscrire ça en musique? Ça veut dire quoi pour toi, cinématographique? Ça aussi, ça a toujours été. Tu t'inspires d'une ambiance, d'une atmosphère. Spontanément, j'ai toujours aimé créer des ambiances un peu spooky, tu vois, de cinéma un peu noir. Ça m'a toujours beaucoup influencé. Je sais même pas te l'expliquer plus. Le cinéma, le cinéma de Gaspard Noé, de Lars von Trier, là, vraiment, on a repris la même typo sur la pochette et tout. Ok. Après, c'est extrapolé comme inspire, mais ouais, quand même, il y a un parallèle avec cette voix super sexy, avec le film, qui l'est tout autant, qui est un peu scandale, qui est un peu provocateur. Et j'aime bien créer des ambiances avec des voix, avec des pads, des ambiances un peu cinéma, pas tout le temps, mais ça, c'est vraiment une grosse source d'inspiration. Ok. J'aime bien que la musique soit visuelle aussi, en fait. Après ça, dans ma biographie, dans mon historique, j'ai noté que tu as vu une synchro pour une pub. Comment c'est arrivé ça? Est-ce que tu peux me parler de ça? Ça, c'est arrivé dans ces eaux-là, il me semble. Ça arrivait très vite, ça. J'ai un peu rien compris, franchement. Ça t'est un beau tombé jour, dessus. une agence de pub qui appelle mon manager de l'époque. On veut whatever pour une pub L'Oréal. Au début, j'y croyais pas, franchement, parce que c'était vraiment un de mes premiers tracks un peu sérieux. Et en fait, tout a déroulé pour une grosse pub en plus. Ils m'ont demandé de jouer. Dans la pub, je suis. Tu apparais dedans? Ouais, ils voulaient un DJ, donc je suis dans la pub et tout, avec les modèles. Ouais, gros délire. Gros délire. Même le tournage, quoi. Et après, la pub a pas mal tourné en Asie, en Allemagne. Enfin, c'était un gros projet, quoi. Pour une première synchro,
c'était fat, quoi. On comprenait avec rien ce qui arrivait. Ouais. Et plus une apparition dedans, donc le truc énorme. Improbable. Et alors attends, est-ce que tu vas parler de ton manager? Donc tu as déjà pris un manager à cette époque. Ah ouais, dès le début, j'avais un manager qui m'a mis le grappin dessus tout de suite. J'ai tout de suite eu un manager, un label, donc manager booker, quoi. Tout de suite, ouais. Et après, j'ai fait des allées-venues avec les années, des périodes autogérées, autoprod, ou des périodes avec booker, label. Voilà, j'ai toujours fait des allées-venues comme ça. Tu testes des configs, des... Ouais, je pense que... Ouais, avec son lot de déception, c'est dans l'industrie, mais qu'on a tous connu au moins une fois, je pense. Mais ouais, j'ai changé d'équipe, j'ai travaillé avec des labels, puis d'autres, puis on a arrêté. Ok. Et là, à ce moment-là, quand tu dis j'ai un manager, j'ai un label, là, tu dis quoi? Je laisse tomber les études ou je lâche l'affaire, je me mets à fond dedans? Là, à ce moment-là, tu commences vraiment sérieusement à penser projet plein temps, projet pro? Non, là, je suis toujours dans les études et je vais au bout du truc parce que moi, j'aime bien quand je commence un projet, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller au bout, j'aime bien finir le travail proprement, on va dire. Félicitations. Et donc, écoute, donc je vais au bout de mes études. Là, je m'autorise pas spécialement à concrétiser, mais je sens que c'est sérieux quand même. Là, la synchro, en plus il y a de l'argent et tout. Je dis ouais, là quand même, ça pose un truc, quoi. Donc je me laisse entrevoir, mais j'ai fait une école de commerce. Okay. J'ai fait une école de commerce en essayant de bien rentrer dans le moule. Et je voulais faire du marketing et de la com essentiellement, quoi. Et au début ça m'a plu, mais je pense que j'ai essayé de me formater beaucoup, parce qu'en fait moi je voulais vraiment être artiste je pense que depuis que j'ai 10 ans, je pense. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. T'étais vraiment passionné. Si on s'autorisait à y rêver. Mais voilà, là, je suis vraiment dans le truc, je vais au bout des études. Mais je sens bien que là, quand même, ce qui m'intéresse le plus, c'est clairement mon projet, la musique. Et faire danser les gens. Ouais, carrément. Et même, je fais des stages dans des agences et tout, mais je suis pas là, quoi. Enfin, je suis là, mais je suis pas là. Et le week-end je vais mixer. Si tu joues tard le soir aussi, tu dois être un peu en ramasse le lundi mardi. Ouais, des fois j'arrive au bureau avec ma valise et tout, le vendredi soir. Ils savaient que fallait que je parte 2 heures plus tôt pour aller prendre un train. Ça arrivait, ça. Donc j'étais là, mais j'étais pas là. Mais je suis allé au bout du truc quand même, au bout de l'école, au bout des stages, pour dire ok, j'ai le papier, voilà, maintenant on va me laisser tranquille. Ça peut peut-être te servir un peu avec la gestion de l'image. Je pense que ça sert toujours. Après, est-ce que c'est indispensable? Ça, on va pas commencer à débattre là-dessus, mais... C'est fait. Mais voilà, c'est fait, ouais. C'est fait, il faut aller au bout des choses, je pense. Aujourd'hui, tu en vis de la musique? Ouais, aujourd'hui, j'en vis. En fait, depuis que j'ai été diplômée, je n'ai fait qu'en vivre, plus ou moins facilement, plus ou moins durement. Même au début, c'était dur. Mais je n'ai fait que ça après. Je me suis dit un peu, oui, je prends mon année sabbatique de musique, je vais à Paris, mais je savais très bien que moi, je voulais faire que ça, quoi. Donc, comme il y en avait qui partaient en Australie après l'école, moi, je me suis dit, ouais, je vais aller faire de la musique. Mais j'en faisais déjà... c'était pas une lubie, quoi. Oui. J'étais déjà dans le truc. C'est à cette époque, à peu près à l'époque de la synchro, on est bon dans notre historique, que tu montes à Paris et que tu te mets à fond. Ça, c'était un peu après quand même. Ouais, c'est un peu après. C'est un signal assez fort, quoi. Et puis, donc j'imagine que cette synchro, si ça te donne une visibilité et un espèce de tampon cool. Alors ça donne, la visibilité, pas tant que ça, mais ça, c'est de suite, ça prend une dimension pro. Très vite, il faut s'inscrire à la SACEM, éditeur, des trucs que je connaissais pas du tout, quoi. Masteriser des titres, non, ça un peu quand même. Mais très vite, ça me donne une dimension pro et ça m'autorise à y rêver un peu, quoi, à concrétiser le truc. Mais même quand j'ai mon diplôme, je me laisse pas encore trop rêver, quoi. Je me dis, ouais, je vais tenter un peu. Alors que j'étais déjà quand même dans le truc, quoi. Et ça part de là. Là, après d'avoir la liberté, le temps de pousser des projets. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu sur ma route à Paris le BPM Contest. Je pense qu'on est... On se raccroche, on est bien. On n'est pas obligé de le suivre, on s'en fout de ma feuille. Ouais, mais j'essaie moi aussi, parce que c'est vrai que ça remonte quand même. Il y a eu le Covid et tout entre-temps qui a fait une espèce de... Je trouve on a oublié beaucoup de choses. Un petit reboot, ouais. Ouais.
BPM Contest, du coup, oui. Donc, tu apprends à mixer entre-temps. Oui, non, mais là, quand même, ouais. Là, tu as beaucoup bossé, tu commences à avoir pas mal de dates. Ouais, là, quand même, il y avait des dates et donc, tout. BPM Contest, on est d'accord que c'est un contest de DJ. Ouais. C'est vraiment sur du mix. Alors, non, c'est un contest de producteurs. Ok. Et non, ouais, à l'inverse, c'est un contest de producteurs. Mais qui doivent être capables de jouer en live, soit en DJ set, soit en ce qu'ils veulent, mais les deux, quoi. Ok, avec le côté donc scène, c'est vraiment prestation un truc de producteur, scénique. Ouais. D'accord. Ouais. J'avais vu... voilà, avec vraiment le côté scène, quand même. Je m'y étais intéressé il y a quelques années, mais j'avais zappé ça, d'accord. Et du coup, toi, tu présentes quoi, là-bas ? Tu bosses un truc spécial pour ce contest ? Ouais, donc je passe la première sélection avec mes tracks et je fais un DJ set qu'avec mes tracks, quoi. Je sais plus combien c'était, qu'on avait 20 minutes, donc je joue que mes tracks. Sur ces DJ, du coup ? Ouais, toujours, ça m'a jamais quitté. Depuis, après, quand j'en fais appris, je me suis dit, c'est cool. Et c'était Arnaud Robotini, le parrain de cette édition. Okay. Et lui, il a entendu du Monopoly et du Polysix à la Cardini dans les basslines. Je pense que son cœur a flanché. Et après, on a parlé synthé pendant 3 heures. Yes. Il voulait que j'achète un vrai Monopoly. Et on regardait les annonces sur le Bon Coin. C'est assez rigolo. Et donc voilà, ça part de là. Et là, l'aventure BPM commence. Donc... Après, t'as quoi ? T'as un accompagnement, une série de dates, quelque t'as chose comme ça. Une série de dates, un accompagnement, un EP qui sort sur le label, un clip. On a fait des beaux projets avec le BPM. Ok. En 2019, du coup. Ça met un coup de boost et de professionnalisme là, ça devient sur pro, le projet, quoi. Attaché presse, tout bien, quoi. Tout bien. Là où moi j'ai toujours fait les, en fait, exactement dans les règles de l'art, avec les pros, à Paris, quoi. Là où moi j'ai toujours eu une approche punk, en fait, assez DIY des choses. Je viens de là, ça me plaît, et c'est vrai que c'est aussi c'est beaucoup ma façon de fonctionner encore aujourd'hui. Et ça, je veux pas le perdre, mais j'essaie quand même de faire les choses un peu carrées. C'est une manière de se faire plaisir et de faire les choses à l'instinct et d'avancer. Je pense que c'est une manière de faire les choses, de garder quelque chose de spontané dans la créativité et dans comment on présente sa proposition artistique aussi. Et comment on crée, en fait. Et après, si tu as besoin d'un communiqué de presse, tu peux demander à un attaché de presse de l'écrire dans les règles de l'art. Bien sûr, totalement ça. À l'époque, du coup, on doit être autour de 2020, peut-être même un peu après. Là, c'est pas très rigolo, parce que du coup, 2019, trop cool, et après, 2020, confinage. Covid. Et... d'ailleurs, en 2020, il y a... Ah oui, t'avais une tournée prévue qui a été... Cool. J'avais pas mal de dates qui ont sauté. C'était pas cool. Que tu rattrapes un petit peu depuis. Un peu, et qui sont passés aux billettes aussi beaucoup. Oui, bien sûr. On avait un EP 4 titres, Intrusion, peut-être juste avant, du coup. Est-ce que tu te rappelles un peu comment t'as bossé dessus ? Il y a 2 featuring dessus, c'est ça, avec Raven et Théodora. Tu nous parles un petit peu de cette EP ? Donc Intrusion, c'est l'EP qu'on a bossé avec le BPM, en fait. L'année où on a signé ensemble. Et avec Lien de sang, le morceau fort de l'EP, en featuring avec Théodora. Et qu'on a clippé, on a fait vraiment un film. C'était une belle sortie, ça. Ok. Théodora, tu peux nous la présenter ? Ouais, Théodora, c'est une artiste qui est basée à Paris, qui est musicienne, compositrice, auteure, bassiste dans des groupes. Enfin, c'est vraiment une artiste incroyable. C'était une pote, du coup, ou c'était... Je la connaissais, c'était pas une pote, mais je la connaissais par personne interposée dans notre entourage. Et j'ai eu un crush sur sa voix, c'est très grave, et sur ça j'ai vu que c'était une artiste qui avait une sensibilité quand même assez hors du commun, et je cherchais une voix. Au début je voulais de l'italien sur ce morceau. C'est plutôt un EP de techno minimal, et c'est le morceau qui dénotait. C'est une chanson électronique, quoi, Lien de sang, et qui raconte vraiment une histoire, et au début je voulais un peu de l'italien, et en fait après on s'est mis d'accord sur le français. Non, je voulais aussi du français. Et on a fait une chanson, quoi. Pourquoi tu voulais de l'italien ? Pour le côté italo-disco parce que je savais qu'elle avait des origines, et puis j'adore l'italien, je trouve ça magnifique. Mais sinon, je voulais du français, Ok.
qu'on fasse un truc un peu pop. Et comment vous avez travaillé alors, toutes les deux ? On a travaillé à distance, je lui ai envoyé une instru, et elle m'a envoyé une voix, et... Magie. Voilà. Et là, des fois, la magie opère, t'as rien besoin de... Elle m'envoie un ACAP impeccable. Ok. Et voilà. Ça part de là. Là, on fait le clip, qui est carrément un court-métrage. Et ouais, je pense que c'est mon morceau le plus pop, Lien de sang quand même. Ouais. Pour le clip, comment ça s'est passé ? Vous avez bossé avec un réal ? T'as mis des inputs dans ce que tu voulais, comme esthétique, comme narrative ? Alors j'ai choisi la réal, Lola Margrin, dont j'adorais le travail, la façon de traiter l'image, avec un grain très argentique, la façon d'étalonner. Je voulais vraiment travailler avec elle. Elle avait déjà fait des clips sur quelques projets. Et en fait, moi, j'ai donné une intention, et après, elle a écrit un scénario qu'elle avait déjà en tête et qui collait avec l'idée de la chanson. Okay. Et après, elle a eu carte blanche, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment un court-métrage, je considère, Lien de sang. Le clip, il est assez long, ça raconte vraiment une histoire. Belle aventure. Et ouais. C'est la première fois que tu clippais un morceau ? Ouais, première fois, ouais. Et vraiment, je trouve que le film est très beau, très intense. C'est un bel objet. Et du coup, trop bien, parce que si t'étais attentive au côté cinématographique. Ouais, c'était là, super important. Ouais. Et là, dans l'autre sens, tu mets des images sur ta musique, ça va être assez ouf. Oui. ouais, c'était quelque chose. Un sacré projet. Trop bien. Isolation ensuite, hein. Je pense qu'on comprend. Isolation, voilà, le confinement. Je bricole un EP avec rien. Vraiment, j'avais même pas de studio. J'étais confinée, pas chez moi. Et avec une vieille chaîne hi-fi et un casque, j'essaie de faire de la musique parce qu'on avait beaucoup trop de temps. Et j'avais trop envie d'exprimer. Du coup, un peu exutoire. Ouais, complètement, isolation, ouais. Toujours tout in the box sur Ableton et Plug. Ouais. Bah ouais, là, et heureusement, parce que tu vois, dans des périodes comme ça, t'es bien content de pouvoir tout faire avec rien. Tout sur l'ordinateur au trackpad, avec un casque. Là, c'est plutôt utile, ouais. Et du coup, j'imagine qu'à ce moment-là arrive le projet d'album qui sortira l'année d'après, en 2021. Tu commences peut-être déjà à bosser dessus, d'ailleurs. You Should Save Me Soon. Avant ça, je fais quand même un 3e EP dans le triptyque intrusion, isolation, infection. J'ai sauté des étapes parce qu'il y en a beaucoup. Parce que du coup, celui-là, c'est encore dans le cadre du confinement, en fait. Ok. Donc 2e EP. Voilà, je sais plus trop où je le compose, celui-là. Donc avec un label lyonnais, Slabnote, qui est une sous-branche de Daring Effect. Ok. Donc on sort ça. Là c'est cool, mais c'est quand même encore les confinements Covid, donc les allers-retours, confinement, déconfinement. Et après, sur le 3e confinement, je me souviens, là je commence You Should Save Me Soon, donc le premier album. Ok. Tu parlais de triptyque, tu penses qu'ils vont ensemble, ou c'est juste parce que ces 3 EP qui se suivent, tu les as pensés, ils se répondaient l'un l'autre, ou Dans les sonorités, un petit peu. Ouais, quand même, mais c'est surtout, j'aime bien faire des concepts. Et là, ça se suivait. Ok, sur les thématiques, ce que tu essaies de véhiculer dedans ou... Ouais, un petit peu quand même. Il y a une suite, un minimum. Ok. Mais c'est pas une histoire en 3 temps, non. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu notes une progression, une évolution déjà par rapport à ce que tu pouvais faire au début ? Est-ce que tu as une direction plus précise, ou est-ce que tu essaies de tendre vers quelque chose, tu vois, vraiment en termes de direction artistique? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont, j'allais dire décoincées, mais c'est pas le bon mot, mais est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place, ou pas particulièrement? Tu continues de foncer au feeling? Toujours très instinctif quand même, hein, mais là je commence à vraiment toucher du doigt la techno minimale avec beaucoup de mélodies, de synthé que je veux faire sur Infection, c'est ça. Mais même intrusion, sur ces 3 EP et les prémices du premier album. Ouais, ça se suit bien. Là, je fais mon son, c'est quand même assez raccord, là, tous ces projets qui sortent les uns avec les autres. You Should Save Me Soon, pareil, hein, You Should Save Me Soon, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'était pas du tout une période rigolote, mais dans le côté où j'ai bricolé ça,
You Should Stay Me Soon, les premiers tracks que je compose et les tracks forts, les 3-4 premiers, j'étais confiné encore à un autre endroit et j'étais dans une caravane sur la Côte d'Azur chez une pote qui avait une maison. On était confinés à plusieurs là-dedans et moi j'avais la caravane et en fait je me suis construit un micro studio dans la cuisine de la caravane quoi, dans le salon avec une paire d'enceintes qu'on avait chopé et voilà, encore rien, un ordinateur, un mini clavier maître, un casque. Ok. Et ça part de là. Et là, quand même, il y a un truc dans cette caravane avec ce truc des confinements qui n'en finissent plus. Là, il y a un truc où en plus, moi, j'allais pas bien. Et là, il se passe un truc vraiment assez fort, ouais. Finalement, le matos, là, c'était plus vraiment le contexte du truc. Et je me vois dans la caravane en mode comme une espèce de caravane de tournée, mais totalement à l'arrêt, quoi. Sans espoir. Et là, dans cet endroit improbable. Et là, il y a un truc assez fort qui m'inspire, quoi. Ce setup, tout ça, cette période. Et puis le fait que, ça allait pas fort, mais beaucoup d'inspi. Et du coup, ça joue. Hein. Il y a quand même l'artiste maudit. Franchement, en fait, quand ça va pas, tu sors des trucs. Mais parce que c'est un peu cliché, mais il y a des moments où, du coup, vraiment, la musique devient un exutoire encore plus fort. Mm-hmm. Et là, tu sors des trucs, quoi. Et surtout, c'est un moyen d'expression encore plus intense. Et tu mets toute ta rage aussi, ou toute ta peine, ou tout. Tu mets plus d'émotion, hein, quoi. Je pense, plus d'intensité. Donc, You Should Stay Me Soon, ça part de là. Et du coup, ça deviendra le titre phare de l'album, c'est ça ? Tu fais ce titre, tu sens qu'il y a un. Celui-là, vraiment, je me dis, ok. Ouais. Et quoi et on te dit ce serait pas mal de faire un album maintenant ou non, c'est moi, je me dis mais là en fait déjà on est confiné combien de temps, on sait rien, j'ai du temps mais en fait j'y pensais déjà, j'avais fait je sais pas combien d'EP. Je me dis en fait je vais faire un album. Là j'ai de quoi, j'ai de la matière, en plus j'ai des choses à raconter en ce moment, j'ai de l'inspi. Bien sûr qu'on va arrêter de faire des EP de 4 titres et qu'on peut faire un album là. On a le temps. On a le temps, beaucoup trop le temps. Ok. Ça aura au moins eu ça de bon. Tous ces confinements dépressifs. Il y aura eu de beaux albums composés. Heureusement, il y aura eu des belles œuvres créées. C'est clair. Dernier titre de l'album, je me l'étais noté parce que j'ai l'impression qu'il ressortait aussi un petit peu, qui s'appelle Drive and Cry. Ce qui est marrant, sachant qu'il a été composé dans une caravane qui n'avançait pas. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du process, des outils que tu as utilisés à ce moment-là ? Comment tu as envisagé le fait de faire un album ? Est-ce que tu te levais le matin, tu disais je fais la track 2 ? Comment tu s'attaques à ce projet-là ? Je fais beaucoup de matière et là je commence à me dire il y a 5-6 morceaux, on va en faire un objet, on va faire un 10 titres. Donc je réunis beaucoup de matière, au début confiné là-bas, après en rentrant chez moi. Et Drive, pour le coup, c'est le morceau le plus solaire, le plus fun de l'album, avec un featuring de Lova Tarax, de la chanteuse de Lova Tarax, un duo cold wave, post-punk que j'adore. Et je cherche une voix, et c'est c'est un peu ma deuxième chanson électronique, ma deuxième chanson pop, okay. Drive. Je l'aime beaucoup, il est fun, il est très new wave. Il dénote avec le reste, c'est cool, ça finit sur une note plus gaie. Et quand tu dis que tu réunis de la matière, qu'est-ce que tu entends par là ? Du coup, donc, confiné, je fais beaucoup de morceaux. Et donc là, je commence à avoir un fil rouge d'album dans ma tête. Hein. Okay. J'enchaîne les morceaux, je sens qu'il y a vraiment une inspi forte. Donc je vais au bout du truc. Ouais. Ok. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu collectes des sons ? Est-ce que tu vas trouver des textures, des sonorités ? Ou est-ce que tu bosses morceau par morceau au feeling et tu te dis là, il y a un hook, je développe ça ? Je fais vraiment morceau par morceau. Ouais, c'est vraiment l'inspi sur le moment. En fait, je cherche beaucoup la spontanéité en créativité et c'est aussi ma personnalité. Je pense que je suis quelqu'un de... Mes amis pourraient confirmer, de très spontané, et je cherche ça. En fait, c'est quelque chose que je cherche à développer et à laisser s'exprimer. Parce que dès que c'est un truc super pur, en fait, cette énergie-là,
Dès que je commence, ou enfin c'est vrai en général, je pense, tu commences à overthink, à réfléchir un peu trop, bah là tu perds l'intention et il y a un truc, tu perds une certaine beauté même, je pense, tu vois. Non, j'aime bien. Non, en tout cas, je sais pas si c'est de la beauté, mais cette énergie, je pense qu'elle est intéressante en art. Ouais. Et la première idée, j'aime bien. En fait, moi je suis même un peu extrême, mais je pense que c'est les 2 premières heures quand je commence à composer qui posent le morceau. Après, bien sûr, je peux avoir des tracks où j'y reviens, où il y a des pistes qui changent, mais je pense que c'est les 2 premières heures d'élan créatif. Avec les ingrédients les plus frais, les meilleures idées. Comment tu fais du coup, tu fonctionnes vraiment track par track? Tu te dis là j'en ai 5, j'en fais une 6e, blam. Ouais, vraiment je fonctionne comme ça. Ouais, c'est encore ce que j'ai fait pour le nouvel album là. Track par track. Ouais, en fait j'essaie. C'est aussi mon approche toujours un peu pop qui vient des morceaux de rock. Ouais, je fais vraiment morceau par morceau et j'essaie d'avoir le morceau le plus catchy possible. Ou le plus intense, mais j'essaie d'avoir un morceau en tant que tel qui fonctionne. Pas obligé que ça soit. Enfin dans les albums j'adore faire des intros et tout, hein, mais ouais, je fais morceau par morceau. Ok. Ouais, mais c'est, en essayant d'avoir une cohérence par projet, bien sûr, mais après je fais le tri après, quoi. Comment tu te dis quand est-ce que tu te dis qu'un morceau est fini alors? Tu le réécoutes de A à Z et tu te dis c'est bon, ça fonctionne, j'ai rien à ajouter. Oui. C'est pas facile de finir des morceaux. Encore ça va, moi j'ai pas trop ce problème là je suis pas trop perfectionniste. C'est pas quelque chose qui me prend la tête parce qu'en fait comme je mets aussi beaucoup de voix, quand il manque, quand le morceau il est cool mais pas assez cool pour le sortir ou pour que ce soit fini, des fois je rajoute une voix ou je rajoute un sample ou un truc. Et ça aide aussi, je trouve, de rajouter une matière extérieure. Ouais, je pense que la voix ça met un cadre quand même. Ça dépend comment elle est amenée, mais en tout cas pour moi, ça peut prendre m'aide. beaucoup de place. Après, ça peut te donner une structure aussi et savoir. Oui. Ça fait les finitions aussi, je trouve. Pas toujours, hein, c'est pas forcément un cache-misère la voix, c'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, ça me structure, je pense. Ouais. Quand la voix fonctionne bien, il y a une mélodie cool ou un hook, un truc qui me fait triper. Ouais, je fais des morceaux de moins en moins longs en plus. Je sais pas jusqu'où ça va aller parce que je commençais avec des tracks de 6 minutes et maintenant je fais des tracks de même 3 minutes 30, quoi, ça arrive. Mon intro elle fait 2 minutes là, le nouvel album. Après je fais encore des tracks de 4-5 minutes en moyenne, mais ça raccourcit, mais parce que encore je pense plus claire. J'ai une vision plus claire et j'ai toujours eu cette vision un peu pop, hein, qui veut tout et rien dire, mais j'essaie de faire un peu des chansons, des trucs qui s'écoutent aussi, pas juste des trucs de club de fin de soirée. Il y a cet aspect-là qui m'intrigue un peu. Pour moi, subjectivement, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez dark, vraiment peak time de maintenant. Je suis un vieux, mais trop rapide pour moi. Ouais. Et il y a ce côté qui m'intrigue un petit peu où je me dis... quand tu fais une track comme ça, tu te projettes sur le truc de 5 dus quand tu vas balancer le morceau et il faut que ça casse les jambes de tout le monde, quoi, clairement. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu travailles par rapport à cette esthétique-là? Alors, moi, je parle des morceaux peut-être les plus dance floor, justement, de ta discographie. Pas forcément des choses, des chansons, et pas forcément du côté chanson et du côté... mais c'est parce que tu m'as lancé sur le côté dance floor que je te pose cette question qui me trotte dans la tête. Quand tu composes un track comme ça, est-ce que du coup j'imagine qu'il y a une importance vraiment particulière sur le mixage qui doit être prévu pour sortir hyper fort sur des sons plus ou moins bien réglés dans des salles plus ou moins bien traitées? Est-ce que déjà il y a cette attention particulière à ça? Est-ce que du coup toi tu as développé un savoir-faire particulier par rapport à ça, par rapport au mixage, des basses fréquences, du punch? Alors pas du tout, pas du tout. Moi, encore une fois, je suis totalement autodidacte. J'ai jamais appris concrètement autre que des tutos, jamais fait de formation de mix, de prod, de rien du tout. Ça me manque là, j'aimerais bien juste pour au moins savoir faire. Mais maintenant je travaille avec des ingé-sons, donc c'est cool, enfin avec un pour chaque projet pour mixer tes prods. On fait du stem master, c'est là entre le mastering et le mix, donc il y a encore mon mix mais il y a aussi un peu le sien.
On fait des compromis comme ça. Et en fait, moi, j'ai toujours mixé au niveau technique. Pareil, la spontanéité. J'ai toujours fait tout à l'oreille. Mes mix, donc avec un son toujours assez minimal, assez trance. Jamais eu le gros son, moi je fais jamais eu le son grosse techno, berlinoise, tout ça. Il y a des morceaux qui sonnent très bien quand même. Ouais, mais ça veut pas dire forcément sonner bien. Tu peux avoir un son très minimal avec des basslines très secs et ça sonne bien quand même. Mais j'ai jamais eu le rumble, grosse techno, quoi. Ça non, jamais, enfin, ou très peu. Ok. Je l'ai entendu, c'est pour ça que je me posais cette question. Ouais, non, mais sur quelques-uns, après, j'ai pas toujours le même son, mais je considère que j'ai quand même un son qui est très influencé de la minimale, que j'ai énormément écouté au début, et que j'ai toujours pas mal gardé, avec toujours beaucoup de bassline et tout. Après, je varie, ouais. Mais, et je trouve que j'ai un son pas très énervé, hein. J'ai accéléré avec les années et tout, mais j'ai toujours un son... qui est inspiré trans minimal, beaucoup plus que grosse techno. Moi, je considère que je fais pas du tout de la grosse techno. Mais bon, tout ça, c'est des grands débats qu'on peut avoir toute la nuit. Si tu veux. C'est subjectif. T'as un bon casque quand même quand tu travailles. J'ai un casque pas mauvais. Hein. Ouais. J'ai un Sennheiser et le classique, la référence, le Beyer Dynamic. Ouais. Ouvert. Donc, non, j'ai rien d'exceptionnel. Hein. Ouais. Maintenant, j'ai des bonnes enceintes, enfin. Avec une pièce bien traitée ou pas? Ouais, à peu près. à peu près, ouais. Mais pas toujours, hein, parce qu'en fait, du coup, j'ai commencé avec du KRK, si tu veux tout savoir. Après, j'ai pris du Adam Audio. Et là, maintenant, j'ai une belle paire de focales, là, les nouvelles. Là, c'est cool. Elles sont grosses et tout. C'est presque trop grosse pour la pièce. Ouais, j'ai une pièce, toujours chez ma mère, dans ma cave, j'ai une pièce bien traitée. Après, j'ai chez moi, je me suis fait un home studio, mais là, c'est pas du tout traité, En plus, il y a une grosse hauteur sous plafond, donc le sample part dans tous les sens. Mais pour chercher des idées et de l'instantanéité créative, c'est bien. Et après, je peaufine au casque ou dans un vrai studio. Mais voilà, il y a un des singles que j'ai fait comme ça dans mon studio, dans mon salon, chez moi. Puis on le fait sonner quand même. Hein. Ouais. En vrai... Et oui, tu disais que t'as pas toujours le même son, et c'est vrai que je l'ai remarqué en repassant un peu la disco, en préparant cet épisode. Ouais. Comment tu expliques ça? J'ai pas toujours le même son parce que j'aime bien tester beaucoup de choses, et je m'inspire de beaucoup de choses aussi, très variées, que j'essaie d'insuffler, j'essaie de ramener toutes mes influences dans ma musique. Moi, je suis assez obsédée par le mélange des styles et des genres, tant dans ma musique que dans ma personnalité. Ça aussi, ça va de pair avec la spontanéité. Et j'adore mélanger des trucs que j'écoute, en fait. Pas faire un full look techno minimal, trance, avec des arpégiateurs qui bougent pas. Voilà, déjà, de ramener des voix, forcément, ça ramène des influences. Je vais faire un featuring avec Lovatarax qui fait du post-punk. Déjà, ça ramène une touche new wave. Forcément, avec une chanteuse plus pop, ça ramène une autre influence. Ouais, donc, il y a tout le travail des voix. Et après, je suis beaucoup influencé de ce que j'écoute. Et comme j'écoute des choses très variées... ça se nourrit de ça pas mal. Après, quand tu parles de différence de son, je pense que c'est moi qui teste beaucoup de choses, et après ça dépend aussi des ingés avec qui je bosse, vu que je bosse avec plusieurs ingés selon le projet. Ok. Et je fais pas toujours des fois il y a que du mastering, ça dépend en fait. Ça dépend quoi? Ça dépend du label sur lequel ça sort, ça dépend c'est toi qui choisis parfois selon l'esthétique du track. Ça dépend de comment ça sort. Après, par contre, ça, il y a des sons très différents peut-être d'un single à l'autre et tout, mais quand je bosse un album, évidemment qu'il y a le même son sur le projet et que là on cherche une vraie cohérence, et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de bosser en album de plus en plus. Là j'ai mon deuxième donc qui est prêt. Allez, venons sur le sujet. Mais ça m'intéresse de faire des tout plus cohérents aussi, du fait que moi j'aime tester plein de choses et tout, et ça me cadre un peu l'album. Ouais. Et à la fois, c'est un gros terrain d'expression libre, parce que tu peux mélanger plus te lâcher sur un format album qu'un EP où il faut vraiment avoir une cohérence forte, pas se perdre. Oui, album, tu peux faire des encartades. Des intros, des interludes. Un morceau en italien. Des outros. Oui. Quand on t'a contacté, tu nous as dit ça tombe bien parce que je suis en train de bosser sur un nouvel album qui sortira à peu près au moment où on sort cet épisode. On va essayer de faire ça bien. Raconte-nous un peu tout ça, alors d'où est né ce projet, de cette envie, et puis comment tu as travaillé dessus. Est-ce que tu es toujours in the box ou pas? Yes.
Alors, depuis You Should Save Me Soon, donc 2021, j'ai sorti énormément de singles encore, à droite à gauche, sur des compiles, en autoprod. Un peu, beaucoup à droite à gauche, beaucoup de singles et de remix. Non, remix pas trop, mais un peu. Un petit EP de titres aussi. Et en fait, ça me tenait à cœur de proposer des albums. Le format album me plaît toujours beaucoup parce que, encore une fois, je viens d'esthétique. J'écoute beaucoup d'albums en fait. Je trouve que c'est un format noble et qu'on ramène un peu de nouveau en électronique. Là, c'est cool en ce moment. Et ça m'intéresse de faire des albums. Et voilà, j'ai sorti tout cet tas de tracks en 2 ans. Et... En 2023, j'avais noté, si on va juste faire une parenthèse là-dessus parce que ça va être chiant, sinon on va être obligé de le réenregistrer après et de le remettre avant au montage. En 2023, j'ai noté Alice Factice, qui m'a fait rire. Ce qui m'a fait rire un petit peu, il commence avec un truc trans très mignon, et puis après il y a ta voix qui arrive c'est pas la mienne. Et oui, c'est vrai que t'as dit que c'était pas la tienne, pardon. C'est vrai que quand je l'ai écouté, je me suis dit que c'était la tienne, mais t'as dit que c'était pas la tienne. Et tu peux juste nous dire un mot sur ce morceau? J'aime beaucoup ce morceau, ça me fait plaisir que tu m'en parles. On l'a sorti sur une compilation de Union Transmission, on va le dire en français, hein. C'est un label parisien de trance que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un morceau assez pop, trans pop, un peu dance même, et c'est vraiment un track que j'aime bien et qui a aussi amené des nouvelles sonorités là, dans la lignée de pas mal de singles qui sont sortis après, un son un peu plus trans, plus rapide, avec des voix assez pop, assez commerciales. T'es allé explorer des choses de ce côté-là et t'as fait ton petit marché là-dedans. Ouais, j'aime bien, j'ai toujours adoré la trance, j'en ai toujours beaucoup écouté. Et avec des voix un peu plus commerciales, je suis allé me frotter à des trucs un peu moins dark. J'avais envie. Un peu emo et tout. Ça, c'est des grosses inspi que j'ai aussi. Et là, je les ai laissés un peu s'exprimer. Et c'est toujours le cas, c'est cool. J'ai noté à l'opposé un remix de Marcus Volker, Hypnotize, qui là est hyper techno. Mais ça, c'est une collab qu'on a faite. C'est pas un remix. Ah, pardon. Ouais, on a fait un morceau ensemble Non, il n'y a pas de souci. J'ai raté. Mes devoirs. Ok. Ouais, grosse techno, mais là, il y a beaucoup plus son. Moi, on me retrouve plus avec le côté pop de la voix, petit synthé, mais il y a son gros son à lui. Ouais. Et ça t'a éclaté de faire ça aussi? Ouais, moi, j'aime beaucoup faire des collabs avec d'autres artistes. Je trouve ça toujours hyper intéressant, enrichissant. Ça me plaît. Vous avez fonctionné à distance aussi, là? Non, là, on s'est vu. Il a un super studio dans le sud. On a fait deux sessions, je crois. Au début, on était parti sur... C'était le même morceau, mais sur un truc beaucoup plus lent et plus techno-minimal. Ouais, plus minimal. Avec des basslines et tout. Et on bossait sur le truc et tout. On avançait bien. Et je sais pas, on faisait des sessions... On faisait une session tard. Et après, il y a sa meuf qui nous rejoint, qui nous dit... Mais foutez-moi un kick techno là-dessus, là. C'est bon, là. Vous avez perdu le flow, là. Et en fait, du coup, on a fait une deuxième session... encore tard le soir, et là on a fait une version techno de ce même track et j'ai dit ouais, ok, ça fonctionne. Banger. Ok, t'avais raison. Yes, trop drôle. Il était pas parti comme ça au début. On n'arrive pas à finir, quoi. Et je pense que quand t'arrives pas à finir, soit faut jeter le morceau, soit faut essayer un ultime truc, quoi. Il faut pas hésiter à changer des choses, à être un peu radical. À retourner un truc, à changer le kick. Des fois, il faut juste laisser reposer et se détendre 2 semaines. Mais sinon, c'est réussir à finir. Mais à 2, c'est intéressant aussi parce que du coup, il y a un truc d'efficacité où quand il y en a un qui commence à douter, l'autre peut prendre le relais. C'est pas mal, c'est intéressant. Ouais. Tu te prends pas la tête. Ouais, ça peut, selon avec qui tu travailles, mais si tu choisis bien tes collabs, ça peut être très cool. J'ai noté un remix cette fois de Eden Seven. Ouais, ah oui. Ça me fait plaisir que tu en parles aussi. Je sais pas si t'as envie d'en parler. C'est toi qui en parles, c'est toi qui m'en parles. C'est moi qui t'en parle, j'ai trop envie d'en parler parce que j'adore Eden Seven. C'est un rappeur de la Côte d'Azur, un rappeur emo. Et voilà, moi j'adore toute la scène emo trap, tout ça. C'est vraiment, je viens aussi beaucoup de l'emo-core, des débuts et tout. Il y a un vrai passing. Un vrai passif et que j'ai du coup qui m'est revenu en fait tout le délire emo et tout et puis j'écoute aussi pas mal de rap quand même et de trap et lui vraiment c'est un artiste que j'adore et
tant dans sa musique qu'en tant qu'artiste, je le capte vraiment fort quand même. On a beaucoup de rêves, il y a des choses qui me touchent énormément dans sa musique et on a des rêves communes. Et je me disais, je voyais vraiment un parallèle entre nos 2 projets, mais dans des esthétiques totalement différentes. Et je me disais, sa voix, quand même, ça serait trop cool de faire un truc version techno, version club et tout. Et en fait, donc je pensais à un featuring, et en fait, je lui ai proposé un remix. Et j'ai fait ça en une nuit. J'étais trop inspirée par sa voix, quoi. Ok. Et ouais, c'est un track que j'aime beaucoup. Tu l'avais contacté, tu lui avais demandé un vocal ou... Non, je l'avais pas, mais j'y pensais fort, mais je lui avais pas demandé. Tu t'es amusé comme ça en récupérant... Mais on se suivait, quoi, tu vois. Et c'est un artiste qui, je pense, est assez ouvert, qui écoute beaucoup de Witch House, d'électro et tout, un truc à la Crystal Castles, et qui sort en club et tout. Donc il était aussi sensible dans l'autre sens quand on se suivait. Mais je veux dire que c'est un truc que t'as fait toi toute seule dans ton coin pour te faire marrer. Ouais, je lui ai envoyé la capella. Ah, voilà. Non, moi c'était pas pour me marrer, c'était sérieux. Oui. Je me disais, je veux faire une version club, tu sentais club de qu'il y ce avait morceau. un truc. En fait, je connaissais tellement sa discographie par cœur que j'attendais juste le bon morceau, celui à 140 où je pourrais faire une version club, quoi. Ok. Et là, j'ai dit à Hanté, allez, ça part. Et il m'a envoyé, il a été chaud tout de suite, c'était cool. Yes. Trop bien. Et j'ai noté Bendo. Est-ce que tu veux nous... en 2023 je veux bien toujours t'en parler parce que c'est un peu les prémices de l'album Bendo. J'ai failli le mettre dans l'album. Donc c'est dans la continuité. C'est un morceau assez techno, mais avec un gros vocal de trap au milieu, une grosse instru et un vocal qui mélange techno et trap. Donc dans la continuité pas mal du remix des Dance Seven, bien vu. Et c'est cool parce que... Enfin, c'est cool, j'en sais rien si c'est cool, mais en tout cas, ça va dans notre chronologie parce que j'ai des fortes influences trap dans mon nouvel album. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie d'exploiter et d'exprimer. Et c'est vrai que ce remix m'a peut-être mis un peu le pied à l'étrier dans cette voie-là, qui m'intéresse beaucoup. J'essaie vraiment de mélanger des choses que j'écoute en version club, en fait. J'ai jamais fait de la techno très techno, hein. Moi je considère, j'ai jamais fait de la techno berlinoise. J'ai toujours mélangé les sonorités. Et vraiment ça m'obsède, et sinon je m'ennuierais, je pense, de faire un style très codifié. J'en suis incapable. Ouais. Et du coup, avec ce remix-là, tu touches à ce pont entre trap, la scène emo, trap et techno. Je me rends compte que ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est des BPM assez similaires. Ça, je me rends compte aussi. Je me dis 140 et tout, y a des ponts à faire, quoi. Ouais. En fait, oui, alors peut-être qu'en hip-hop, c'est un faux 140 qui en fait est un 70, mais il y a ce truc. En tout cas, ça marche. Oui. Et du coup, sur Bendo, là, tu travailles avec quelqu'un pour la voix ? Non, c'est un acapella, ça, que j'ai chopé, et avec une instru. Et je trouvais que ça marchait vraiment super bien avec un beat techno derrière. Et là, je commence à me dire, il y a un truc à faire, à creuser. Et ça m'éclate. Faire un break vraiment trap, quoi. J'aime bien, sur scène, ça me régale. Oui. Je joue déjà des morceaux comme ça, je joue des remixes pas mal de rock, de trap et tout, et je joue des morceaux qui ont des breaks avec des voix. Même dans mes DJ sets, je veux dire, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi en set. Quand c'est pas des morceaux que je joue, quand c'est pas mes tracks, je cherche des morceaux comme ça. Avec la voix qui vient te catcher, te réveiller, te sortir. Franchement, dans mes DJ sets, il y a quasiment de la voix sur tous les morceaux. Quasiment. C'est vrai qu'on parle pas trop du côté DJ, mais du coup, c'est un podcast sur la production. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais bon, j'imagine que ça. Bon, déjà, c'est une grosse partie de ta carrière et de ton boulot, parce que tu vas jouer. Ouais. Et j'imagine que ça, forcément, il y a un côté de vase communicant, que ça influe. Ce que tu joues, ce que tu vas diguer pour jouer, ce que j'écoute, influe beaucoup sur tes productions et tes envies selon les périodes. Ouais, c'est clair. Ouais. On en vient à ce nouvel album. Yes. Je pense qu'on a fait toute ma liste là. Super. On peut l'acheter. Bon travail. Du coup, tu disais qu'il y avait ce mélange avec les voix un peu trap, le côté autotune.
aussi qui, cette esthétique-là, qui t'intéresse? Il n'y a pas trop d'autotune, mais il y a beaucoup de voix dans l'album et il y a beaucoup de voix de trap. Ouais. Sur 4 morceaux, ouais. Trap, emo, une touche d'hyper pop et il y a quand même un track, le closing, l'outro, qui revient à des refs cinéma et très pas Cold Wave, mais un peu. Très synthwave, Cold Wave sur le dernier. Ok. Même. Avec un autre featuring avec une chanteuse. Ouais. Velvet Velour. Et donc voilà, il y a plusieurs refs, mais je pense que ça va, c'est encore à peu près cohérent. Tu me diras. Mettez-nous en commentaire si vous trouvez que c'est cohérent. Comment tu travailles? Comment tu as travaillé sur cet album? Où est-ce que tu l'as composé? En combien de temps? Tout ça. Alors finalement, en pas mal de temps, parce que ça m'aura pris quasiment 9 mois. Donc à mon échelle, c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de déchets au milieu. Il y a eu... j'ai commencé début 2023. J'ai fait pas mal de morceaux qui allaient ensemble. Après, j'ai fait une pause, je me suis remis pendant l'été. Donc là, c'était bien efficace et tout. Et après, j'ai fait une grosse pause. J'ai perdu un proche. J'étais vraiment pas bien. Donc j'ai eu besoin de faire une pause. Ça m'a pas mal choqué. Et donc, à la suite de ça, à la suite de cette période où ça allait pas bien, je me suis posée. Et là, je me suis dit, je finis l'album. Donc j'ai fait les 3 derniers, mais pareil, dans un temps très resserré, quoi. Très efficace. J'aime bien bosser par période. J'aime bien travailler comme ça avec le temps, je me rends compte. Faire des périodes très intenses de production. Ouais. Tu te mets à fond dedans, tu fais que ça. Ouais, j'aime bien. Même dans le travail en général, je me rends compte. Ça marche bien quand tu sais, il y a un truc de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Je crois que c'est intéressant, ça. Quand tu as une énergie. Mais ils font beaucoup ça dans le rap. Chaud. Ils se font des séminaires, enfin, ça c'est les grosses productions, mais ça se fait beaucoup. Où ils vont 2-3 semaines dans une baraque et ils ne font que ça. On sort un disque, en fait. Moi, je fais pas ça, mais j'aime bien réussir à composer, prendre des moments où là, je fais ça. C'était aussi une période où j'avais moins de dates cet été. Et en juillet, j'ai fait que ça, quoi. Quand il faisait bien chaud, tout le monde était à la plage. Je m'enferme dans la cave. Au moins, il faisait frais. Tu disais, ouais, c'est marrant. Tu disais battre le fer pendant qu'il chaud. Alors, le truc d'aller en studio pour faire un album, ça, c'est, je pense, un peu toujours fait depuis qu'il y a des studios. T'avais, je sais pas, les Beatles, n'importe quel grand groupe qui allait se faire une session studio de 2 semaines ou plus et qui n'en ressortait pas tant qu'il n'y avait pas. C'est même une façon de faire assez old school. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est créer les conditions pour. C'est ça. Se dire là, c'est ce que je fais et voilà, je suis concentré là-dessus. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, en tant qu'artiste électronique et surtout quand on est DJ, tu sais, on peut avoir beaucoup de gigs. Et alors, du coup, ça veut dire que la semaine, tu fais un bout de track. Enfin, tu peux faire un track, mais du coup, t'es plus dans le truc single, quoi. Tu fais un track là, un track un peu après. Et t'es moins dans la continuité, je trouve, dans l'immersion, dans un projet. Là où avec cet album, il y a eu une période où j'ai vraiment pris le temps de faire ça, pendant l'été, là. Donc j'avais commencé, j'ai fait le cœur du truc, et après j'ai terminé. Et là, parce que du coup, j'avais un bout d'album, mais il me manquait une intention, il me manquait un liant, il me manquait quelque chose. Et en terminant, j'ai ramené vraiment un truc encore trap encore plus fort, et avec une touche émo. Et ça a vraiment clôturé le truc. Là, je me suis dit, ok, c'est bon, on l'a. Et j'ai jeté beaucoup de morceaux au passage. Et j'ai gardé vraiment que le truc avec l'éclectisme, ce mélange de styles là. Ok. Donc c'est quand même assez club, mais tu verras, il y a aussi des chansons quand même. Il y a cette intro où il n'y a pas du tout de rythmique quasiment. Il y a des morceaux assez surprenants. Mais je crois que ça s'écoute vite, hein. Ça s'écoute d'une traite, c'est assez varié. Ouais, j'ai hâte là, je suis très contente de cet album. C'est enfin fini, c'est aussi parce qu'il y a eu du déchet. J'avais besoin d'en jeter aussi. Ouais. Non, mais des fois il faut en fait. Sinon t'avances pas, t'es bloqué, tu comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment sur la dernière session où j'ai finalisé le truc et je me suis dit, ok, là il y a quelque chose. Et c'est pas juste des tracks club mis bout à bout, quoi. Ouais. Ça, je déteste. Ouais. J'adore à chaque projet avoir un concept fort. Tu vois, celui d'avant, c'était un délire autour du Joker, tout ça. Période vraiment intense, ça allait pas. Et là, c'est encore autre chose. Là, c'est beaucoup moins deep.
Il y a toujours un côté un peu dark dans certains, mais c'est plus j'ai creusé ce mélange de styles, quoi. Ok. Et je me laisse de plus en plus l'exprimer, en fait, dans ma musique. Et donc c'est cool. Moi, ça m'excite. On le sent, ça se sent. Juste un peu d'un côté un peu plus technique, comment t'as travaillé alors on a compris du coup une première session, une longue pause et une dernière session où t'as essayé d'avoir un peu plus une vision et une cohérence, ou en tout cas de mettre l'accent sur la direction artistique globale de cet album. Ouais. Et plus techniquement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels outils tu as utilisés, comment tu as travaillé C'est toujours assez simple, hein. Mon process, il est assez minimaliste aussi, hein. Franchement, j'ai mon ordinateur avec Ableton, beaucoup de VST, mais des VST, j'en utilise toujours à peu près les mêmes que je connais très bien. Et je fonctionne comme ça, hein. J'ai un clavier maître et j'utilise beaucoup de voix, des samples aussi. Mais j'ai aucune machine, aucun analogue. J'ai jamais travaillé comme ça. Sur les VST, alors il y a quoi ? J'utilise à fond Silence. Franchement, je ne m'en lasse pas. Beaucoup de VST d'effets. J'ai lâché toutes les émulations de vieux synthés. Maintenant, j'ai juste une armada de presets pour Silence. Et là, je suis passée à Omnisphere aussi récemment, qui est très très beau pour les ambiances de films, les ambiances, les pads, les atmos. Ça, c'est magnifique. Mais je découvre encore. Et c'est infini. Mais c'est des beaux VST, je trouve, qui sont. Tu peux te servir que de ça, quoi. Oui. T'as une palette de sons qui est déjà assez large. Et après. Ouais. J'en rajoute aussi souvent, du coup, ça aide. Et tu travailles aussi beaucoup avec des effets. Tu utilises quoi Qu'est-ce qui te fait beaucoup qu'est-ce de qui t'inspire reverb, les classiques, hein, de saturation. Des effets un peu rigolos, de delay, d'écho, des choses comme ça. Mon effet préféré, c'est la reverb, quand même. On vient un peu du post-punk, quand même. Et, la plate ouais, par exemple. Et j'utilise pas mal de samples, ça, depuis toujours. J'ai toujours amené beaucoup de samples de psytrance dans ma techno. C'est pour ça que j'ai ce son un peu... jamais vraiment grosse techno. Et maintenant que tu vas sampler ou que tu prends en banque des de samples sons, déjà tout fait. Et la seule part organique de son, c'est quand même la voix, hein, dans mes tracks. Sinon après c'est que des trucs électroniques. Et voilà, et sur cet album là, je m'autorise de plus en plus de choses. Donc il y a beaucoup de samples, pas que voix, mais instrumentaux de trap, d'instrus de trap, voire d'autres choses. Mais il y a beaucoup de synthé, de sons de trap dans les samples que j'ai utilisés. Ok. J'ai envie d'écouter du coup, mais on enregistre plusieurs mois avant, donc plusieurs semaines avant la sortie de cet épisode. Je te ferai écouter un des tracks. Oui, avec plaisir. Donc il y a cet album qui sort maintenant, chers auditeurs, ou sous peu, on donnera plus d'infos autour. C'est quoi les prochaines étapes pour Mila Dietrich ? Là, je me remets à faire pas mal de remix, parce que j'avais complètement arrêté, quasiment. Et là, j'ai un remix de Lulu Von Trapp, un groupe de rock. Un groupe de rock, hein. Et donc c'est cool, et pareil, ça me permet de réinfuser l'éclectisme qui me tient tant à cœur et des esthétiques que j'aime beaucoup. J'en fais des versions club, quoi, et j'adore. Du coup c'est cool, il y a vraiment des voix, je peux m'amuser avec les voix et tout. J'ai un remix de Skip the Use aussi qui devrait sortir, ou qui est peut-être déjà sorti selon notre temporalité. On laissera les auditeurs aller checker ça. Donc quelques remixes comme ça. Et puis je viens de lancer mon label. J'oubliais presque. Je viens de lancer mon label avec une première compilation, et du coup qui sera sûrement déjà sortie. Ouais. Et comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Devilish. Ok. Mon nouveau label. C'est une envie que tu avais depuis un moment. Ouais. Ça fait super longtemps que j'y pensais vraiment. Ça faisait des années. Comme je me suis toujours beaucoup autoproduit depuis mes débuts, c'était vraiment dans la suite logique. Et j'adore j'adore conseiller d'autres artistes, j'ai beaucoup d'artistes autour de moi, ça me passionne. Faire un peu de DA aussi, ça m'intéresse. Voilà, j'aime diguer des petites pépites.
comme ça. Et j'avais envie de fédérer aussi tous ces artistes que j'ai autour de moi sur un même projet. Et donc voilà, l'album sort sur mon label, sur Des Village. Et l'idée, c'est de faire des compilations tous les 3-4 mois. Là. Ok. Compile. Ouais. Trop bien. Oui, et tu vas sortir des trucs. Ton album, tu le sors sur ton label ? Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Ok. Voilà, pas que des compiles, il y aura aussi des sorties. Pour l'instant, c'est que les miennes, mais j'aimerais à terme produire d'autres artistes, des EP, voire des albums pour les plus téméraires d'entre nous, parce que qui fait encore des albums ? Mais on est quand même encore quelques-uns, et j'ai l'impression que c'est un format qui revient, figure-toi. Peut-être. Moi, j'aime beaucoup aussi, en tout cas, prendre le temps de m'immerger dans passer une heure et demie avec un artiste. Tu vois ce que l'artiste il a dans le ventre. Voilà. T'amènes vraiment un univers. Aujourd'hui, on a l'air des singles et tout, mais on en revient. L'obésité du single et de la playlist boulimie, en aléatoire. Le zapping. Et ça, on en revient. Maintenant, je pense qu'on en revient de ça. Pas tout le monde, mais je pense que ça fait la différence, les artistes qui sortent encore des albums. Moi, il me semble, mais c'est mon côté old school, ça. À quoi ça ressemble la vie de Mila Dietrich ? Tu joues beaucoup en ce moment ? Et ça fait des hauts débats. Il y a des week-ends complètement hyperactifs et il y a des week-ends où je joue pas. C'est un peu par vague, mais c'est cool, j'ai beaucoup joué. Là, je lève le pied jusqu'à l'année prochaine. Après, ça va bien repartir. Je reprends une résidence en plus, donc ça va être intense avec le label. Okay. Je vais pouvoir inviter plein d'artistes, ça va être génial. Où ça ? Au Gore, où j'ai déjà fait 2-3 résidences. À Paris ? Ouais, dans le 19e, à Gare-le-Gore. Génial, c'est salle parisienne. Mon fief. Ok. Et voilà, pas mal de dates qui arrivent l'année prochaine. Et j'ai hâte, très très hâte d'aller défendre cet album. Yes, ouais. On n'a pas parlé d'ailleurs de la question du live. Grande question du live, la question piège. On a dit qu'on se la gardait pour l'épisode, on a abordé le sujet juste avant. Bon, alors, live ou pas bientôt ? Il n'y a pas de tabou. Non, mais en fait, il n'y a pas de tabou, je ne savais pas comment poser la question. Ouais, alors j'adore mixer. Depuis plusieurs années, j'adore vraiment mixer parce que du coup, à nouveau, ça me permet d'insuffler des morceaux d'autres styles dans mes DJ sets. Je joue beaucoup mes tracks, mais je joue aussi des morceaux d'autres personnes, donc des remixes et des trucs variés. Enfin, je pense, quand même assez variés dans ma sélection. Donc ça, j'adore, construire mélanger les genres. Ouais, voilà. Ça, le DJ set permet construire ça vraiment. un petit voyage. Ouais, donc j'adore ça. Mettre des refs, des clins d'œil et tout. Et il y a aussi le fait qu'en fait, on m'a toujours beaucoup posé la question, tu fais du live et pourquoi t'en fais pas ? Et j'ai jamais fait de live. En fait, parce que aussi... comme je te disais, je veux plus du tout avoir d'ordinateur sur scène, mais le fait est que moi, je compose de façon totalement numérique, paradoxalement. J'utilise aucune machine, j'ai essayé les synthés, ça m'a pas du tout catché. Pas aujourd'hui, peut-être que j'y viendrai parce que j'aurais besoin de changer un peu. Mais là, c'est pas du tout mon approche. Et en fait, j'ai pas envie de faire un live sur un ordinateur. Ça me saoule. Ça me saoule. Peut-être que j'y viendrai, mais là, pour l'instant, faire un live juste sur Ableton, ça m'intéresse pas. Oui. En tout cas. Mais là, je commence quand même à y penser parce que deuxième album et tout, j'ai beaucoup de morceaux, c'est clair. Et je joue mes tracks en DJ set aussi. Mais là, je commence à me dire, j'aimerais, en fait, si je fais un live, en tout cas, le jour où je fais un live, j'aimerais ramener, tu vois, un chanteur ou une chanteuse sur 3 morceaux, un guitariste sur 3 autres. Et avoir vraiment le côté live, revenir à une approche un peu groupe de rock, quoi. Ouais. Mais en gardant vraiment une base électronique. Et là, ça me dérangerait pas, du coup, peut-être d'avoir Ableton sur un ordi avec un contrôleur. Mais si vraiment il y a un happening live, il y a un truc cool avec une énergie rock, là, ça m'intéresse. Ok. Mais donc ça, là, je commence vraiment à y penser. Je pense que ça va venir, là. Je commence ça mûrit. Ouais, ça mûrit. Là, je mélange les trucs, les styles de plus en plus, tout en gardant bien mon son. Je pense que ça va mûrir. Mais voilà, là, pour l'instant, faire juste un live pour faire un live, non, il n'y aura pas. Ok. Ce serait quoi alors l'objectif ou comment tu te verrais dans 5 ans, dans l'idéal, dans la vision d'une réussite de ta carrière? J'espère que j'aurai signé un gros tube avec le label, faire travailler un peu les autres. Non, j'espère que le label, il aura pris une dimension... Ouais, j'espère que le label sera bien développé.
Ça m'intéresse, ce nouveau projet là. Ouais. Celle-là, c'est tout frais, donc forcément, je te parle du label. J'espère que j'aurai fait encore dans 5 ans. J'espère que j'aurai fait au moins encore 3 albums. J'espère que je serai au moins à mon 3e. Non, ouais, à mon 5e album, ça peut. Ouais, ça serait bien ça. C'est ambitieux. Un peu moins de singles, plus d'albums. Ouais. Yes. Avec un label avec beaucoup de sorties. Ouais. Ça t'éclate de bosser ce format album. Ouais, je trouve ça intéressant, franchement. Ouais. Pour le coup, en plus, je fais pas de live et moi, je me concentre beaucoup sur la production en studio. Je préfère faire des morceaux pour l'instant. Et le format album, il est vraiment intéressant. Franchement, j'adore écouter des BO de films. Tu vois, j'écoute encore énormément d'albums. Je trouve que là, on a vraiment quelque chose à dire en tant qu'artiste. C'est cool de faire des remixes, des one-shots, des singles. Mais franchement, les albums, quoi. Non, je pense qu'on les perdra jamais. Enfin, moi, je trouve ça beau aussi, le fait qu'on soit dans une période où c'est un peu désuet. Je trouve ça beau de refaire des albums. Faut juste arriver à se poser et à breaker, arrêter le monde autour de toi mais c'est bien de faire te mettre dans cette disposition. Ouais. C'est important, je pense même. Si tu pouvais revenir en arrière ou te donner un conseil à la petite Mila, changer quelque chose ou faire quelque chose autrement, est-ce qu'il y aurait quelque chose, un conseil que tu te donnerais ou un truc que tu aurais fait différemment? Ouais, il y en a forcément. Hein. Il y en a forcément. J'ai eu mon lot de déceptions. Avec les personnes qui ont travaillé avec toi? Ouais, au fil de ma carrière, forcément. Je pense que ça, on a tous connu ça au moins une fois. Et je me dirais, prends plus le temps et donne pas ta confiance trop facilement. Ouais, c'est un peu dark, désolé. Mais ouais, si un conseil, je dirais ça. Pour les trucs un peu conseil de daron. Je dirais ça. Dans le business, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Prends ton temps. Ok, calm down, ça va le faire. Ça, c'est mon côté spontané. Des fois, c'est un peu ça tourne hyperactif et des fois, c'est un peu trop. Et oui. Non, mais c'est délicat. On se calme. si on se remet dans l'énergie que tu nous as dit au début. En plus, j'ai commencé jeune. Très jeune. C'est ton rêve. Et du jour au lendemain, il y a le tapis qui se déroule et plein de choses qui se passent. C'est vrai que peut-être pas le tapis, mais en tout cas, des opportunités, des possibilités qui s'offrent. Ouais. Et faut prendre son temps quand même. C'est bien. Ne faites pas de bêtises, faites-vous conseiller si besoin. Il faut bien s'entourer. On le dira jamais assez. Si tu avais une autre vie, tu ferais quoi? Tu serais quoi? Marketeuse? Ouais, maybe. Hein. Je pense que je serais insupportable dans le marketing. Je disais ça pour l'école de commerce, si vous avez oublié le début du podcast. Ouais, mais je pense que je ferais quand même du marketing dans la musique. Non, sinon, il y a très longtemps, je voulais être détective privé. Mais non, mais ça, c'est complètement une lubie. Mais ça peut être cool. Peut-être que j'aurais pu faire un truc genre agent secret ou quoi. Mais là, c'est vraiment tu me demandes une autre vie, je te donne une autre vie. Oui, rêvons. Ça, ouais. Un truc un peu extrême. Mais je pense que je suis pas assez posée, je me ferais griller mes couvertures trop vite et tout, mais le côté passionné à s'engager fort dans un projet, dans un truc, allez, disons agent secret. Pas le marketing, non. Agent secret, pas facile. Hein. Non, pas facile. Si vous avez vu le Bureau des légendes. J'adore cette série. Bah oui. J'adore, évidemment. Et du coup, très seul, tout est fake autour de toi, tout est masque. Non, mais j'aurais jamais tenu en fait. Pas facile la vie d'agent secret. Est-ce qu'il y a un bouquin, un truc auquel tu penses là tout de suite qui t'a fait kiffer Là récemment, ouais. Le dernier Anne Scott. Je peux t'en parler parce que je suis fan d'Anne Scott. C'est une auteure que j'ai lue ado, qui m'a complètement bouleversée. Et en fait, qui raconte, donc c'est en lien avec notre histoire, qui raconte dans les années 90-2000 l'entourage donc de DJ Sextoy. Donc la bande de Chloé Cardini, vraiment à leur tout début. Miss Kitchen aussi, on la voit. Et elle raconte ça c'est une autofiction dans pas mal de bouquins. Donc c'est vraiment les raves, le milieu lesbien des années 90-2000. Les grandes années du pulp et tout. Et elle raconte ça dans des livres. Okay. Et après, elle a fait d'autres livres sur plein d'autres choses. Hein. Elle a fait un espèce de faux biopic sur Kurt Cobain, plein de choses qui m'ont vachement touchée. Et là, elle a sorti un bouquin là, cette année qui est vraiment très très bien,
que j'adore, qui a eu plein de prix d'ailleurs. Et elle va me le signer demain. J'ai très hâte. Après-demain. Génial, tu la rencontres. Ouais, enfin, je suis fan de Dan Scott. Yes. Et écoute, je ne connaissais pas. Je tombe des nues. Trop bien. Ça a l'air cool. Je vais aller voir ça. C'est intense. Puis c'est écrit de façon très spontanée, c'est pour ça que ça me plaît aussi. Puis il y a vraiment les premiers bouquins, Superstar, ça raconte vraiment le milieu de la nuit. C'est fort, elle était dans le truc, quoi. Eh ben, trop bien. On s'arrête là. Si ça te va. Ouais, merci mille fois. Merci à toi, c'était super intéressant. Tout ça avec nous. Allez écouter ce nouvel album. On peut donner le titre du coup puisqu'il sort maintenant. Il sort tout de suite, aujourd'hui. You Will Never Be Alone. Ok. Allez écouter ça et à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Mila. À bientôt. Good night. Ciao. In phase.